Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. On continue les cartes de la classe chercheur de la boîte Le Festin de Hemlock Vale. On doit en être à la 5e, je dirais, vidéo sur les cartes chercheurs. Aujourd'hui, 2 cartes de niveau 0 et une carte de niveau 1. La première carte, c'est Transfiguration, un événement qui coûte 1, qui a les traits stratagème et science. Échappée A, vous avez le droit d'utiliser l'intelligence à la place de l'agilité pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite et si l'ennemi est non élite, attachez-lui Transfiguration. L'ennemi attaché gagne massif, ne peut pas se déplacer. Réaction, après que vous avez échappé à cet ennemi, découvrez un indice dans son lieu. Limite d'une fois par round. Alors déjà, petit rappel sur ce que veut dire massif. Blablabla. Un ennemi qui a le mot-clé massif et qui est redressé est considéré comme étant engagé avec chaque investigateur dans son lieu. Un ennemi massif incliné n'est pas considéré comme étant engagé avec les investigateurs, avec n'importe quel investigateur du lieu. Un ennemi qui a le mot-clé massif ne peut pas être placé dans la zone de menace d'un joueur. Quand un ennemi massif attaque lors de la phase des ennemis, on résout son attaque contre chaque investigateur avec lequel il est engagé. Un investigateur à la fois, l'investigateur principal choisit l'ordre de résolution. L'ennemi massif ne s'incline qu'après sa dernière attaque. Quand un ennemi avec le mot-clé massif fait une attaque d'opportunité, cette attaque est résolue uniquement contre l'investigateur qui a provoqué l'attaque, donc pas contre tous les investigateurs du lieu. Un ennemi massif ne se déplace pas avec l'investigateur engagé quand il se déplace en dehors du lieu de cet ennemi massif. Mais donc par contre, si vous êtes dans un lieu avec un ennemi massif redressé, il est considéré comme étant engagé avec vous, donc quand vous déplacez, il fait une attaque d'opportunité contre vous, mais seulement contre vous. Voilà, si un investigateur échoue à un test de combat contre un ennemi massif, il n'inflige pas de dégâts aux autres investigateurs engagés avec cet ennemi. Voilà. Donc maintenant on peut reprendre la carte. C'est une carte, c'est un événement qui, pour 1, vous permet de faire une évasion avec, a priori, votre meilleure stat. Et si l'ennemi n'est pas élite, vous allez en plus, donc vous lui donnez massif, vous l'empêchez de sortir du lieu, et vous avez la réaction de découvrir un indice dans son lieu après chaque évasion réussie contre ses ennemis. Ah non, pardon, limite d'une fois par round. À noter qu'il est précisé dans la QA, les questions-réponses des règles de janvier dernier. Quand vous jouez Transfiguration, donc vous jouez Transfiguration, c'est une évasion. Si vous réussissez, vous l'attachez à l'ennemi, la réaction s'active, donc vous avez un premier indice. Donc le round où vous réussissez à échapper à cet ennemi et où vous lui attachez Transfiguration, vous avez votre premier indice. Et ensuite c'est 1 par round. Alors, cette carte, moi je trouve, rappelle un peu Énigme existentielle. Énigme existentielle, c'est une action de discussion contre un ennemi non élite. Alors une difficulté de 8, on peut choisir de tester la volonté ou l'intelligence, mais la difficulté baisse de 1 pour chaque autre carte dans la main. Et évidemment, la difficulté baisse de 2 si on a tenue élégante. Et si on réussit, on lui échappe automatiquement. Et on lui attache énigme existentielle, et maintenant, il est distant. Donc, énigme existentielle, a priori, on attache ça sur un chasseur non élite qui est pénible. Et déjà, on lui échappe si on réussit sa discussion. Et comme il gagne distant, on ne se fait plus engager. Donc je pense par exemple dans la boîte de base à la maigre bête de la nuit chasseresse, seulement 1 d'agilité mais doublement des modificateurs négatifs lors des tentatives d'évasion.
De mémoire aussi, elle a 4 points de vie. Si vous ne pouvez pas la tuer, que vous voulez pas à chaque fois avoir du mal à lui échapper, avec ça, ok, elle continue à vous suivre, mais elle vous engage plus. Là, à la place, ce qui se passe, c'est donc voilà, énigme existentielle, c'est l'ennemi peut continuer de me suivre, mais il m'engage plus et donc il m'attaque plus. Là, c'est l'ennemi ne peut plus me suivre, vu qu'il ne peut plus quitter le lieu. Donc il va falloir quand même que je... Enfin, si je fais ça contre un ennemi dans un lieu, c'est parce que je veux rester dans le lieu sans être gêné par l'ennemi. Mais maintenant, j'ai un gain à lui échapper. Normalement, on va se dire, je veux enquêter dans ce lieu, mais il y a un ennemi, donc il faut que je dépense une action pour lui échapper, ou potentiellement 2-3 actions pour le vaincre, et ensuite pouvoir enquêter sans attaque d'opportunité. Si vraiment on doit passer plusieurs rangs dans le lieu, et qu'on n'a pas la possibilité de vaincre l'ennemi, et ben c'est-à-dire que à chaque round, il faut une action pour lui échapper, à condition de réussir, puis 2 actions d'enquête, puis le round suivant, une action d'évasion, 2 actions d'enquête. Donc on perd une action d'enquête. Là, ce que ça dit, c'est non, il n'y a pas de problème, tu vas faire une évasion, et cette évasion te fournira un indice. Ouais, voilà. Donc c'est pas évasion, indice, indice, enfin, c'est pas évasion, enquête, enquête, c'est évasion plus un indice, enquête, enquête. Voilà, donc on perd moins de temps. À qui ça peut servir? On pense en premier à Finn Edwards, puisque lui, carrément, il a droit à une action supplémentaire pendant son tour pour faire des évasions. Donc lui, il va faire action gratuite d'évasion, enquête, enquête, enquête. S'il réussit ces 3 enquêtes, il peut avoir 4 indices. On peut penser aussi à Trish Scarborough, qui a donc sa fameuse réaction. Après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi, limite une fois par round. Donc elle, ça l'intéresse de trouver ça intéresse qu'il y ait un ennemi dans le lieu dans lequel elle trouve des indices. C'est pour ça qu'elle avait intérêt à jouer énigme existentielle. Et là, avec transfiguration, il y a 2 façons de le voir. Soit elle échappe à l'ennemi, ce qui lui donne un indice, et là elle peut dire, comme il y a un ennemi dans mon lieu et que je viens de découvrir un indice, j'en prends un deuxième. Donc elle a pris 2 indices avec sa première action, et elle peut encore faire 2 enquêtes. Soit elle va prendre un indice, alors évidemment, selon comment elle prend l'indice, ça peut déclencher une attaque d'opportunité, mais soit elle va prendre l'indice lui fait échapper à l'ennemi, et échapper à l'ennemi lui file un deuxième indice. Donc ça dépendra des cartes qu'elle a à sa disposition. Par exemple, si elle a le cryptographe, meilleur exemple, voilà, Lola Santiago. Voilà, vous avez Lola Santiago, action rapide, inclinez Lola Santiago et dépensez X ressources, découvre un indice dans votre lieu, X est la valeur occulte de votre lieu. Donc, allez, mettons que le lieu a une valeur occulte de 3. Vous dites, action rapide, j'incline Lola Santiago, je paie 3 ressources, je découvre un indice dans mon lieu. Réaction de triche, j'ai découvert un indice dans le lieu, j'échappe automatiquement à l'ennemi. Et transfiguration dit, après que vous avez échappé à l'ennemi, vous découvrez un indice. Donc, grâce à l'action rapide de Lola Santiago, vous avez 2 indices, vous avez échappé automatiquement à l'ennemi, et il vous reste vos 3 enquêtes. Et pareil, si vous réussissez les 3 enquêtes, sur votre tour, vous avez eu vos 5 indices. Faut réussir les 3 enquêtes, et il faut payer 3 ressources avec Lola Santiago. Voilà. Je relis. Je pense avoir tout relu. Voilà, on peut aussi penser à forcer l'entrée de niveau 0 ou niveau 2. Enquêter, ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête, donc de bonnes chances de réussir votre enquête. En cas de réussite avec une différence d'1 ou plus, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un ennemi dans ce lieu. Donc,
vous échappez automatiquement à l'ennemi qui a transfiguration, ça vous fait votre deuxième indice. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, renvoyez dans votre main, forcez l'entrée à la fin de votre tour. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc première action, je joue forcer l'entrée. Si je réussis avec une différence d'au moins 1, comme c'est une enquête réussie, j'ai l'indice. J'échappe à l'ennemi, donc j'ai le deuxième indice. J'ai encore 2 actions pour trouver des indices. Et si j'ai réussi d'au moins 3, forcer l'entrée et remonter dans ma main, et je pourrais le jouer le round suivant. Sachant que forcer l'entrée, en général, quand on le met dans un deck, intelligence plus agilité, ça fait 8. Voilà, pour Finn, ça fait 8. Pour Triche, ça fait 8. Et avec Lola Santiago, ça fait carrément 10. Voilà. Alors là, j'avais essayé de chercher. Alors, malheureusement, la recherche d'ArkhamDB ne marche pas pour les stats, contrairement à ce qui semble y avoir dans le filtre. Voilà. On peut pas dire je veux les ennemis qui ont une agilité faible, parce que là, concrètement, même si vous ne planifiez pas de gagner tout plein d'indices, mais que vous voulez simplement vous simplifier le gain d'indices, quand est-ce que c'est intéressant transfiguration ? Eh ben quand c'est plus facile d'échapper à l'ennemi que de prendre l'indice. Donc, alors, en supposant que vous ayez les mêmes stats en intelligence et en agilité, en supposant par exemple comme Triche ou comme Finn Edwards, transfiguration est intéressant quand la valeur d'évasion de l'ennemi est inférieure à la valeur occulte du lieu. Voilà. Mais là donc je cherche un petit peu dans la liste des ennemis, j'en ai noté deux faiblesses en l'occurrence. Le détective obstiné qui est 3 de 2. Chasseur, tant qu'il est dans votre lieu, votre carte investigateur perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception des traits. Alors là, ce qui peut être gênant, c'est que le détective, il vous suit, et si vous êtes dans un deck qui fait que de l'évasion et pas du combat, 3 de force, il peut être gênant, il peut être difficile à combattre. Donc là, ça serait plutôt l'aspect, il a que 2 d'évasion, je lui échappe, il devient massif, il sort plus du lieu, en lui échappant j'ai récupéré un indice, et là je me barre. Et je m'en soucie plus. Éventuellement, je finis mon tour dans le lieu, comme ça, round suivant, je refais une évasion contre lui, je regagne un indice, le lieu est vide, je pars. Voilà. Et j'ai noté aussi la faiblesse, votre pire cauchemar, 2-3-2. Multijoueur uniquement, chasseur, proie, le détenteur de votre pire cauchemar ne peut ni l'attaquer, ni lui infliger des dégâts, ni le vaincre. Et il inflige 2 horreurs. Donc votre pire cauchemar, c'est un ennemi faiblesse qui ne peut être vaincu que par un autre joueur. Et selon la répartition des rôles dans votre groupe, si vous êtes le combattant, pour les autres membres du groupe, ça sera dur de le vaincre. Et vous n'avez pas forcément envie de devoir lui échapper encore. Là c'est pareil, vous l'immobilisez. Voilà. Il se déplace plus. Et vous avez neutralisé votre faiblesse. Voilà. Carte suivante. Je pensais que cette vidéo serait courte, mais en fait, j'ai mis du temps pour la première carte. Alors, un pognon de dingue, une compétence, un icône libre, trait chance. Alors, trait chance pour rappel, Rex Murphy ne peut pas la mettre dans son deck. Tant que vous contrôlez un soutien science ou outil, un pognon de dingue gagne un icône libre. Tant que vous contrôlez au moins 3 soutiens science et outils, un pognon de dingue gagne 2 icônes libres à la place. Donc, rappel les compétences classiques avec des icônes libres, on a courage inattendu. 2 icônes libres, maximum 1 attribué par test de compétence. Esprit curieux, 3 icônes libres, mais il faut qu'il y ait un indice dans le lieu. Moi je jouais beaucoup cette carte, jusqu'à ce qu'à plusieurs reprises, j'arrive pas à l'utiliser. Donc voilà. Il y a quand même
il y a un prérequis. Il y a également promesse de pouvoir, 4 icônes libres, trait entraîné maudit, mais après l'avoir attribué, on met un pion maudit dans la réserve du chaos, et si on ne peut pas, on subit 2 horreurs. Donc 4 icônes libres, mais vous savez qu'à un moment donné, vous aurez un -2 sur un test. Là, c'est 1, ou 2, ou 3, selon la quantité de soutien science et ou outils que vous avez. Alors les soutiens science et ou outils, il y en a beaucoup. Il y en a en gardien, il y en a plein en chercheur, bien sûr, et il y en a beaucoup en survivant et plusieurs en truand. Il n'y a rien en mystique. Alors un instant, je revérifie parce que j'ai de nouveau cette impression d'avoir déjà enregistré ça, mais c'est peut-être un souvenir d'avoir préparé la vidéo. C'est bon. Ouh, j'ai eu peur, j'ai vu un fichier, je me suis dit, ah, je l'ai encore fait, mais non, en fait, c'est simplement le fichier qui correspond à l'enregistrement que je suis en train de réaliser. Bon, bref. Donc ça va, je suis pas en train d'enregistrer ma vidéo une deuxième fois. Donc voilà, des soutiens science ou outils, il y en a plein. Alors, j'avais mis, ça peut être intéressant pour Rex, mais non, parce que comme je viens de le dire, il n'a pas accès aux cartes chance. Sale chance, je l'avais pas repéré la fois précédente. Oups, on oublie Rex. Darrell Simmons. Eh bien, il a par exemple son Kodak, qui est un outil qui entre en jeu. Voilà, c'est ça qui est en jeu dès le début de la partie. Il y a Kate pour parce qu'elle veut beaucoup de soutien science ou outils pour mettre des indices dessus. Et à part ça, je crois que j'ai rien de plus à dire. Voilà, c'est si vous mettez dans votre deck beaucoup de soutien science ou outils, ça c'est esprit curieux mais en mieux. Voilà. Voilà. Ensuite le trait, voilà, courage inattendu c'est inné, donc si vous avez accès à véritable survivant, vous pouvez le remonter en main. Esprit curieux, pareil. Promesse de pouvoir, ça se tutore et ça s'utilise une deuxième fois grâce à la perfection vient de l'entraînement. Chance, de mémoire, il n'y a aucun effet, à part l'interdiction pour Rex Murphy. Et dernière carte pour aujourd'hui, Gabriel Carillo. Donc un soutien de niveau 1, qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié érudit maudit, à noter il n'a pas le trait miskatonique, 2 points de vie, 1 point de santé mentale, en général c'est 1-2 pour les alliés chercheurs. Vous gagnez plus en intelligence, réaction, au début de votre tour, ajoute un pion maudit à la réserve du chaos, piochez une carte. Bon, bah les alliés chercheurs, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a pas mal et il y en a des bons. Des alliés chercheurs qui vous font gagner quelque chose qui augmente vos compétences de base, il y en a un certain nombre, Milan Christopher, Wheaton Green, Jeremy Kirby pour le niveau 0, et sinon niveau 2, 3, 5, voilà. Donc de base, bon bah c'est... Comment dire ? Bon, sa spécificité, ça va être son effet de vous faire piocher une carte au début de votre tour pour le coup d'un pion maudit d'un réserve du chaos. Donc, qu'est-ce qui joue avec les pions chez les chercheurs ? Donc, Y7, c'est le cycle d'Innsmouth, Y10, c'est ce cycle-ci. Donc, on peut noter l'œil stygien, un événement de niveau 3 qui coûte 10, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Réduisez de 1 le coût pour jouer l'œil stygien pour chaque pion maudit dans la réserve du chaos. Jusqu'à la fin du round, vous gagnez +3 à chacune de vos compétences. Donc ça, typiquement, c'est une carte qui vous incite à avoir plein de pions maudits dans le sac du chaos. Si vous en avez 10, c'est gratuit et vous avez +3 à chacune de vos compétences. Voilà. Donc chaque fois que vous activez Gabriel Carillo, vous diminuez le coût de l'œil stygien, tant que vous piochez pas les pions maudits. Le grimoire cryptique, pour l'étudier, il faut qu'il y ait 10 pions maudits dans la réserve du chaos. Et lui,
il demande une action pour mettre un pion maudit. Donc soit vous avez une autre solution pour mettre des pions maudits dans réserve du chaos, soit ça va vous prendre un temps dingue pour l'identifier. Extra lucide, ça vous donne un +2 en n'importe quoi ou un +3 en volonté. Très bien si par exemple vous avez accès à des sorts de mystique comme Daisy Walker. Et si vous révélez un pion maudit lors du test de compétence, vous pouvez le renvoyer dans votre main. J'en parlais, je crois, il y a 1 ou 2 vidéos. Le pion maudit, c'est un -2, mais extra lucide vous a donné un +2, donc ça a compensé et ça revient dans votre main à la fin du test, que le test soit raté ou réussi. Le regard d'Ourache, un événement de niveau 2 qui coûte 2 traits, sort et maudit. Révéler 7 pions KO pris au hasard dans la réserve du chaos, infliger un total de 1 dégât plus 1 dégât supplémentaire pour chaque pion maudit ou échec automatique révélé, réparti comme vous le souhaitez parmi les ennemis dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc on a un sort qui fait plein de dégâts s'il y a plein de pions maudits dans le sac du chaos. Et je pense soudainement à un truc. Marie Lambeau, est-ce qu'elle a accès à Gabriel Carillo? Ah non, carte chercheur uniquement de niveau 0. Mais éventuellement, vous pouvez faire un duo. Un chercheur qui est l'enquêteur, qui va utiliser Gabriel pour piocher en mettant des pions maudits dans réserve du chaos. Et vous avez Marie Lambeau qui a accès à toutes les cartes sorts, qui peut donc inclure le regard d'Ourache, qui peut attacher le regard d'Ourache à Diana Espérance, et qui va donc pouvoir profiter des pions maudits pour faire plein de dégâts répartis entre tous les ennemis du lieu. Voilà, et c'est quoi ça déjà? Ah oui, ça c'est la carte dont je parlais la dernière fois. Variable de contrôle. Rapide à jouer après qu'un investigateur a révélé un pion maudit lors d'un test de compétence dans votre lieu. Découvre un indice dans votre lieu. Et ben voilà, Gabriel Carillo y met des pions maudits. Oui voilà ça, Gabriel Carillo y met des pions maudits dans le sac du chaos. Cette carte là vous dit que si un pion maudit est pioché lors d'un test de compétence, pour simplement une carte et une ressource, vous avez un indice. Évidemment, si vous voulez volontairement mettre des pions maudits dans le sac du chaos, le traité blasphématoire, selon moi, s'impose. Donc, permanent, limite de 1 traité par deck, réaction. Quand un investigateur dans votre lieu révèle un pion maudit lors d'un test de compétence, inclinez le traité blasphématoire, traitez le modificateur de ce pion comme un +1 au lieu de son modificateur normal. Après la fin de ce test, renvoyez ce pion dans la réserve du chaos. Donc avec Gabriel Carillo, progressivement vous remplissez le sac de pions maudits. Avec le traité blasphématoire, un pion maudit par round va être considéré comme un +1 au lieu d'un -2. Enfin, le modificateur est considéré comme un +1 au lieu d'un -2. Ça ne change rien au fait que vous piochez d'autres pions. Donc si vous piochez par exemple un pion maudit, vous pouvez incliner le traité blasphématoire et dire le modificateur c'est un +1, vous piochez votre deuxième pion, c'est un -4, ça vous fait au total un modificateur de -3. Et le pion maudit reste dans le sac du chaos. Si vous révélez un pion maudit, que vous transformez son modificateur en +1, et qu'ensuite vous piochez 2 pions maudits d'affilée, et un -4, et ben ça fait +1, -2, -2, -4, ça fait un modificateur total de -7, un pion maudit retourne dans le sac du chaos, 2 en sortent. Voilà. Et l'œil du chaos de niveau 4, pour un enquêteur tire aussi bien avantage du fait de charger le sac du chaos de pions maudits, parce que son effet, on dépense une charge, on enquête, on utilise sa volonté au lieu de son intelligence. Bon, ça c'est pas un gros problème pour par exemple Daisy Walker.
vu qu'elle a 3 en volonté. En cas... blablabla, oui, donc vous enquêtez à plus en volonté. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Donc si vous réussissez 2 indices, pour chaque pion maudit révélé lors de cette enquête, vous avez le droit de découvrir un indice dans un lieu connexe ou de placer une charge sur œil du chaos. Donc vous chargez le sac encore une fois de pions maudits. Vous faites une enquête dans un lieu... voilà, prenons l'exemple de Daisy Walker. Elle enquête, volonté, plus 2, donc elle enquête à 5. Alors attendez, que je m'embrouille pas. Elle enquête à 5 dans un lieu qui a une valeur occulte de 3. Elle pioche un pion maudit, elle utilise le traité blasphématoire pour dire son modificateur c'est un plus 1. Elle pioche un autre pion, c'est le moins 4, donc 3 de base, plus 2 du soutien, plus 1 du premier pion, du premier pion maudit, ça fait 6, moins 4, ça fait 2, le test est raté, mais comme elle a révélé un pion maudit, elle a le choix soit de remettre la charge qu'elle vient de dépenser, soit de prendre un indice dans un lieu connexe. Si par contre elle pioche un pion maudit, qu'elle dit je le transforme, j'utilise le traité blasphématoire, ça devient un plus 1. Donc 5, plus 1, elle a 6. Elle pioche un deuxième pion. C'est un autre pion maudit. Elle est plus qu'à 4. Elle pioche un autre pion. C'est un troisième pion maudit. Elle n'est plus qu'à 2. Elle pioche un dernier pion, elle pioche encore un pion, c'est un plus 1, elle a 3. Donc elle a 3, lieu de valeur occulte 3, c'est réussite 0. Réussi, donc enquête réussie, un indice. En cas de réussite de l'indice, découvre un indice supplémentaire, deuxième indice. Elle a révélé 3 pions maudits lors de l'enquête, donc elle a 3 indices supplémentaires dans des lieux connexes. Donc en une action, elle a pris 5 indices. Bon, improbable, mais c'est possible. Et encore une fois, il y a faveur de la lune. Quand vous cherchez activement à piocher des pions maudits à certains moments, vous pouvez utiliser la faveur de la lune, vous scellez 3 pions maudits dessus. Quand vous êtes censé révéler un pion maudit de la réserve du chaos, vous inclinez la faveur de la lune, vous résolvez un des pions scellés dessus comme s'il venait d'être révélé de la réserve du chaos. Et ensuite vous gagnez une ressource. Voilà, donc vous chargez le sac de pions maudits, vous en scellez 3 sur la faveur de la lune. Vous voulez enquêter dans un lieu connexe, il y a un indice, vous dites « Je choisis volontairement de déceler un pion maudit qui est là. Je sais déjà que je prends l'indice dans le lieu connexe, et si en plus je réussis l'enquête, je prends 2 indices dans mon lieu. » Voilà. Et l'effet de pioche, voilà. Potentiellement vous piochez une carte de plus par round, très intéressant dans un deck main pleine, en conjonction avec le sérum d'amplification des rêves, et par exemple le fragment de Selaeno. Tant que vous avez au moins 5 cartes en main, plus 1 en intelligence, au moins 10 cartes en main, plus 1 en volonté, au moins 15 cartes en main, plus 1 en intelligence. On revient à chaque fois je veux dire Wendy Adams. Daisy Walker. Voilà, Daisy Walker avec fragment de Selaeno, elle peut être à 7 en intelligence et 4 en volonté. Vous rajoutez la clé de Saint-Hubert, elle est à 8 en intelligence et 5 en volonté. Et les pions maudits font moins peur, on va dire. Voilà. Ah, j'ai dépassé les 30 minutes. Allez, je me dépêche pour le petit bilan conclusion. Transfiguration, c'est particulier. C'est particulier, ça vous fait le strict minimum que vous fait cette carte-là, c'est une évasion avec votre intelligence, et dans la foulée, le gain d'un indice dans le lieu. Déjà ça. Ça marchera dans tous les scénarios
dans lesquels vous avez au moins un ennemi non élite. Maintenant, dans certains decks, voilà, Finn Edwards, il jouera ça comme avec son action gratuite. Ah oui, un truc que j'ai pas mentionné, c'est que si vous avez des effets discuter avec un ennemi dans votre lieu, là vous avez un ennemi dans votre lieu. Je bug un peu parce que c'est très situationnel, donc il y a vraiment cet effet j'échappe à l'ennemi, dans la foulée j'ai un indice, ce qui est déjà bien, mais si on veut bénéficier de massif ne peut pas se déplacer, après que vous avez échappé à cet ennemi, découvre un indice dans son lieu, limite d'une fois par round, ça sera vraiment lié à des decks très spécifiques, par exemple des decks qui ont plein d'effets de découverte d'indices par rapport à un ennemi dans le lieu, ça peut être suivi, il faut qu'il y ait un ennemi non engagé dans votre lieu, vous avez un bonus à votre intelligence égal au nombre de dégâts sur l'ennemi. Si vous réussissez, vous avez 2 indices. Il y a oreille indiscrète. Il faut qu'il y ait un ennemi, alors je sais plus si c'est non engagé ou incliné dans le lieu. Vous faites un test contre son évasion. En cas de réussite, vous avez 2 indices. Il y a tous les effets de discussion qui nécessitent un ennemi. Il y a mouchard, après avoir réussi un test de discussion, découvrez 2 indices dans votre lieu, sauf que quand on a un deck basé sur la discussion avec les ennemis, on veut avoir toujours des ennemis. Donc on veut être suivi par l'ennemi, ou précédé par l'ennemi, ou on veut qu'il y ait toujours un ennemi, et transfiguration fixe l'ennemi. Donc c'est anti-synergique. Et enfin, c'est une carte qu'on peut envisager, vous jouez une campagne, vous savez qu'il y a un scénario, où il y a un ennemi non élite, important, un ennemi non élite dans un lieu plein d'indices. Je pense à un lieu dans le renouveau de la civilisation oubliée, 2e scénario, spoiler, attention, spoiler de 20 secondes. 2e scénario, le lieu avec l'icône de carré rouge. Donc il y a des indices dans le lieu, il y a des fatalités, dans ce lieu-là on peut transformer les fatalités sur le lieu en indices. Dans le scénario il y a des tests qui font placer il y a des tests et des effets de cartes qui font mettre des fatalités sur des lieux occupés par des investigateurs. Donc potentiellement, vous êtes dans ce lieu, vous prenez un ennemi, vous lui mettez transfiguration, et vous restez dans le lieu jusqu'à avoir pris tous les indices dont vous avez besoin pour finir le scénario, et voilà. Vous révélez pas tout plein de lieux, vous révélez le strict minimum de lieux, et voilà. Un pognon de dingue, eh bien, si vous voulez mettre une compétence dans un deck qui a plein de soutien science ou outils, vous mettez celle-là en priorité. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et Gabriel Carillo, si vous voulez un générateur de pions maudits et ou un générateur de pioches, vous le mettez. Si vous voulez que le bonus en intelligence, prenez un autre investigateur. A priori, Milan Christopher, qui vous fera aussi gagner une ressource par round. Si vous voulez un bonus d'intelligence et que vous avez plein de livres dans votre deck, vous prenez Wheaton Green. Et si vous voulez un bonus d'intelligence et d'agilité, faut avoir 3 XP ou 5 XP avec la liste des tabous pour Jeunet Borgard. Mais dans l'archétype, je veux des pions maudits pour en tirer avantage. Ah oui, un truc que j'ai pas mentionné. Voilà, si vous êtes en binôme avec Jim Culver, il veut piocher des crânes, parce que c'est des modificateurs de 0, et avec sa trompette, il va soigner, et il va mettre dans son deck des soutiens qui utilisent les crânes. Il y a Malédiction des Éons, je crois que c'est écrit comme ça. Malédiction millénaire. Ah oui, Éons c'est en anglais. Voilà, c'est ça, Curse of Aeons, malédiction millénaire. C'est le bénédiction d'Isis pour les pions maudits.
Réaction quand un deuxième pion maudit est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la malédiction millénaire, annulez ce pion et traitez-le comme un pion crâne à la place. Vous pouvez choisir de retirer ces 2 pions de la réserve du chaos après la fin de ce test. Donc il y a plein de pions Pardon. Il y a plein de pions maudits. Vous avez des cartes qui s'en servent. Vous avez la malédiction millénaire. Le premier pion maudit, modificateur de -2. Deuxième pion maudit, on le traite comme un crâne. Pour Jim Culver, ça fait un modificateur de 0. Ça fait un modificateur global de -2. Ce qui est très bien, -2, surtout si vous jouez un expert. Ouais, c'est ça, vous le traitez comme un pion crâne, donc vous ne piochez pas de pions après, voilà. Et vous pouvez retirer les 2 pions de la réserve du chaos si vous voulez plus tard en remettre dans la réserve du chaos, ou les laisser si vous voulez profiter de tous les pions maudits. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, que je dois monter ce soir pour la mettre en ligne demain. Prochaine vidéo, que je m'y retrouve, d'une main sûre, mélange équilibré et approche ésotérique. Ah oui, approche ésotérique qui est une mauvaise traduction. Bon ben voilà, c'est tout pour ce soir, enfin ce soir, pour moi, comme je pense que vous avez vu que la lumière a bien baissé. Il est 21h. Voilà, on est vendredi, il est 21h, j'ai pas mangé, je dois monter ça pour demain. Demain matin, je suis pris. Donc c'est un peu la course. Bref, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.